L'interview politique, notre invité ce matin, Adrien Quatennens, Jean-Michel Apathy. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. L'heure du bilan des questions est venue après le passage du cyclone ou de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises. L'État a-t-il bien anticipé la situation? L'a-t-il bien géré? Les secours ont-ils été correctement acheminés? Toutes ces questions, peut-être qu'une commission parlementaire y répondra, puisque votre parti, la France Insoumise, d'autres partis de l'opposition aussi, la réclament, et le gouvernement n'y semble pas hostile. Sur le terrain, les sinistrés sont quelquefois dans le dénuement et l'angoisse. Nous écoutons un habitant de l'île de Saint-Martin. On est abandonné, je vous assure, on est abandonné, il n'y a personne qui est arrivé. Les militaires ne sont toujours pas sur place, les pompiers ne sont pas sur place, la sécurité civile, la Croix-Rouge, on n'a pas de bâche, on n'a pas de pétrole pour mettre dans des groupes électrogènes, on n'a aucun matériel, on s'est fait piller pendant 4 jours, il n'y avait personne pour protéger les boutiques, les magasins d'alimentation, et on n'a vu personne sur place. Aidez-nous, aidez-nous. Voilà, ce témoignage dit bien l'angoisse de ceux qui ont subi cet ouragan. Qu'est-ce que vous attendez d'une commission parlementaire, Adrien Quatennens? Écoutez, qu'on en tire des conclusions, plutôt que de tirer sur l'ambulance. Ce n'est pas le sujet, parce que là, il y a une situation catastrophique à laquelle il faut faire face dans l'immédiat. La situation que décrit le témoin que nous venons d'entendre n'est pas à la hauteur d'une grande puissance comme la France. Donc moi, je me garde bien de tirer sur l'ambulance comme d'aucuns le font. Je vois que là, les services de l'État sont en action, que le gouvernement s'en saisit. Il y a donc la nécessité de répondre à l'urgence, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait accès à l'eau, aux soins, que ensuite la vie reprenne. Et surtout, il y a maintenant l'urgence de tirer des conclusions de cette affaire, parce que vraisemblablement, ce type de catastrophe va se déployer. Enfin, l'urgence climatique est bien présente. En tout cas, bien sûr. Donc il ne faut pas refaire comme nous faisions avant. Et donc la commission d'enquête parlementaire, elle aura vocation à voir si nous étions bien prêts, si nous avions les moyens nécessaires. Et à l'avenir, comment fait-on pour faire face à ce genre de situation qui va vraisemblablement se reproduire? Quand on réclame une commission d'enquête parlementaire, on présume tout de même que quelque chose ne s'est pas bien passé. Sinon, il n'y a pas de nécessité de faire une commission d'enquête parlementaire. Encore une fois, l'idée n'est pas de cibler le gouvernement, c'est de vérifier que nous étions prêts à ce genre de situation et de pouvoir y répondre à l'avenir et de s'y tenir préparés. Mais enfin, au-delà de ça, la question derrière ce drame qu'il y a avec Irma, c'est la question de l'urgence climatique et du changement climatique. Très clairement, on sait que les ouragans de cette violence, là, une catégorie 5, sont notamment dus au réchauffement des eaux, à l'acidification des eaux des océans, donc ça va encore continuer. Et finalement, Emmanuel Macron, dans sa trajectoire politique, va jouer dans les 10 jours qui viennent aux pompiers pyromanes, puisque demain, il sera sur place. Et puis, vendredi 21 septembre, il acceptera que soit appliqué provisoirement et sans vote des parlements nationaux le CETA, qui est ce traité de libre-échange avec le Canada, dont une commission d'évaluation des impacts environnementaux de ce traité de libre-échange a rendu la semaine dernière un rapport accablant. Donc on ne peut pas, d'un côté, favoriser le libre-échange et une politique productiviste comme celle que favorise Emmanuel Macron, et ensuite pleurer à chaudes larmes de crocodile contre ce qui vient de se passer. Il y a une situation d'urgence, mais ensuite il y a le long terme à traiter, et le gouvernement, là, devrait s'y employer. Il y a quand même toute une politique qui est menée au travers du traité signé à Paris sur la COP21, qui tente de prendre en compte précisément les dérèglements climatiques. Mais bien justement, vous faites bien de le dire, parce que l'enquête dont je viens de vous parler sur l'application du CETA et ses dommages environnementaux signale que dans l'état actuel de ce traité de libre-échange, si l'on l'appliquait, eh bien, les dispositions qui ont été prises lors de l'accord de Paris ne seraient pas respectées. Vous voyez, donc ça veut dire que d'une main on signe quelque chose et de l'autre quelque chose qui va aller à son encontre. Non, il y a une urgence à revoir le logiciel complet. Le changement climatique nous met toutes et tous au pied du mur d'inventer un nouveau modèle. C'est ça qu'il s'agit de faire. Pas simplement de faire les petits gestionnaires de crise ponctuelles. Il faut revoir le modèle complet. Fermer 15 centrales nucléaires, comme le dit Nicolas Hulot? Ça fait partie des choses qu'il y a à faire, mais encore une fois... En sacrifiant l'emploi qui va avec? Non, justement. Attendez, disons-nous les choses franchement. Moi, par exemple, je suis favorable à la sortie du nucléaire, mais on ne croit pas qu'on va arrêter le nucléaire en appuyant sur un bouton comme on éteint la lumière. Au contraire, soyez sûr d'une chose, c'est que l'emploi, si nous allions à la planification écologique, non seulement elle serait créatrice d'emplois, on avait chiffré ça à plus de 300 000 emplois, mais parlons des salariés du nucléaire. Vous pensez, vous, qu'on va faire une telle transition sans les compétences, sans les salariés du nucléaire? C'est tout le contraire. Si on met en application un scénario de transition énergétique de ce type, qui inclut notamment la stratégie nucléaire, soyez sûr que de l'emploi dans le secteur du nucléaire, il y en a pour plusieurs générations. Et il faudra faire avec. Faut-il, pour revenir à l'ouragan Irma, punir sévèrement les pillards qui sévissent notamment sur l'île de Saint-Martin? Mais cela est indiscutable, de toute évidence, bien évidemment. Dans ce genre de situation, il faut à la fois faire face et avoir un comportement citoyen. Donc oui, il faut les punir sévèrement.
Et en même temps, il faut veiller à ce qu'il y ait accès sur place. Parce que moi, je lisais pas mal de témoignages dans les journaux ces jours-ci qui nous disaient que les gens se vivaient pas comme des pillards pour certains, mais étaient dans une situation de survie. Enfin, vous avez des témoignages de familles où on nous dit qu'il y a plus que 3 bouteilles d'eau pour se laver et pour boire pour une famille de 5 personnes. À un moment donné, vous êtes confronté à une urgence telle qui est, c'est votre survie qui est en question. Mais effectivement, il faut traiter les causes du changement climatique, c'est le plus urgent. Donc, commission d'enquête parlementaire, vous en réclamez quelque chose, d'en être les rapporteurs? Vous avez là-dessus une demande particulière? On n'a pas encore discuté de ça en particulier. Là, on ne demande rien pour nous-mêmes dans cette affaire, que ce soit clair aussi. Il s'agit vraiment de tirer les conclusions. Est-ce que nous étions prêts à faire face? Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons être prêts à le faire? Il y a par ailleurs... Vous avez vu que le gouvernement semble accéder à la demande de commission d'enquête Oui, bien sûr, mais parlementaire, c'est très bien. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se sauter à la gorge, au contraire. Moi, je refuse encore cette logique que certains ont pris. J'ai entendu M. Ciotti, notamment, qui est logique, justement, on tire sur l'ambulance. Non. Puis en plus, ce sont des gens qui, les politiques qu'ils défendent, produisent les effets du changement climatique. Donc, ils ont beau jeu maintenant de critiquer le gouvernement. Le président Macron sera demain sur place, à Saint-Martin. C'est une visite qui a un sens pour vous? Encore une fois, elle en a, mais finalement... c'est bien qu'il y aille. C'est bien qu'il y aille, mais je vous dis, 10 jours après, il accepte quelque chose qui va aggraver la situation climatique. Enfin, vous voyez, les signaux qu'envoie ce gouvernement en début de quinquennat, il y a des urgences, on le voit bien, il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, une urgence sociale, il y a une urgence climatique, et finalement, on fait les ordonnances rabougries sur la loi travail, ça serait l'urgence absolue. Moi, le gouvernement a justifié le recours aux ordonnances en disant qu'il fallait taper vite et fort. Bah, écoutez, moi je pense que s'il y a des choses sur lesquelles il faut aller vite et fort, c'est notamment la question climatique, et je n'ai pas vu qu'il y avait d'ordonnance sur le climat encore de prévu au programme. Vous restez avec nous, il est 8h40, tout de suite l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. 1000 personnes ont pu être évacuées de Saint-Martin vers la Guadeloupe. La ministre des Outre-mer annonce aussi le rétablissement de l'électricité dans certains quartiers. EDF a acheminé 140 tonnes d'équipements électriques par avion et par bateau. Mais Annick Girardin prévient, la reconstruction va prendre des mois et des mois. Les habitants, eux, craignent les pillages, le manque de nourriture. Un des 2 supermarchés de l'île a pu rouvrir. Emmanuel Macron sera, on le disait, demain à Saint-Martin pour rencontrer les sinistrés. Donald Trump, lui, ira en Floride dans les prochains jours. Irma vient d'être rétrogradé en catégorie 1. Il a fait 5 morts. Et après Miami, il remonte vers la Géorgie. Les météorologues redoutent des inondations de 3 à 5 mètres. En France, reprise des recherches ce matin au lac d'Aiguebelette en Savoie. 8 plongeurs et 3 sonars mobilisés pour tenter de retrouver Maëlys, disparue depuis 2 semaines. Un suspect est toujours écroué. Le sacre de Rafael Nadal à l'US Open, victoire en 3-7 contre le Sud-Africain Anderson, et puis une nouvelle défaite pour l'OM en Ligue 1 de football. Après la correction 6-1 à Monaco il y a 2 semaines, les Marseillais battus 3-1 par Rennes hier soir en clôture de la 5e journée. France Info. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, est notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. Nous allons maintenant parler de la manifestation qui aura lieu demain dans plusieurs villes de France, en opposition aux ordonnances précisément, réformant le Code du travail. Le Premier ministre laisse peu d'espoir aux manifestants, vous en serez bien sûr Adrien Quatennens. Il laisse peu d'espoir, il le disait dans le journal Sud-Ouest, il l'avait déjà dit avant, les manifestations n'ont pas vocation à changer le contenu des ordonnances. Vous pensez vraiment que réunir des gens dans la rue, ça peut modifier substantiellement la politique du gouvernement sur ce point? Écoutez, plusieurs choses pour répondre à votre question. D'abord, moi, mon engagement politique date du CPE, vous en souvenez? Oui, 2005. Voilà, une philosophie qui est à peu près la même que les ordonnances sur la loi travail, grosso modo, la flexibilité toujours. On voyait effectivement que les mobilisations ont eu raison d'une loi qui ne s'est jamais appliquée malgré ratification. Donc je pense que oui, la mobilisation peut venir à bout de ces ordonnances, que c'est une nécessité. C'est le but. Écoutez, oui. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, pendant l'été, nous avons fait le travail parlementaire. Enfin, le rapport de force ne nous est pas favorable et pour autant, on n'a pas déserté l'hémicycle. On a fait le travail, qui était un travail, je pense, de décryptage, d'argumentation, pas d'obstruction. Parce qu'avec 130 amendements, on ne peut pas parler d'obstruction parlementaire. Nous avons également, vous l'avez vu, déposé un recours au Conseil constitutionnel. Nous avons élargi notre base avec ce recours, puisqu'il y avait également le PS qui était avec nous dans ce recours. Le Conseil constitutionnel a balayé le recours d'un revers de la main. Si vous voulez, à un moment donné, on a épuisé tous les leviers parlementaires pour pouvoir venir à bout de ces ordonnances. Donc maintenant, il y a la nécessité d'une mobilisation. Pourquoi?
Parce que nous ne nous opposons pas aux ordonnances par conservatisme ou par esprit de contestation à tout prix. Moi, ça ne m'excite pas particulièrement d'être vu comme le contestataire tout bout de champ. Alors Non. pourquoi vous y opposez? Eh bien parce que ces recettes ont fait la preuve, monsieur Apathy, de leur inefficacité. Ça fait 20 ans, grosso modo, qu'on suit la feuille de route du MEDEF, qui fait la pluie et beau temps dans ce pays, qui consiste en quoi? À penser que le problème de l'emploi en France, qui est un problème que personne ne peut contester, est un problème lié au manque de flexibilité. Ça fait 20 ans qu'on danse autour de ce totem-là, qu'on flexibilise davantage le marché du travail. On ne voit pas que ça crée de l'emploi. Par contre, l'objectif inavoué que ça permet de remplir, c'est le fait que la France est championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Voilà, donc je dis aux Français qui nous écoutent... Et championne d'Europe du chômage de masse. Avec Certes, l'Espagne, mais avec alors l'Espagne, par exemple. le projet d'Emmanuel Macron, finalement, on peut le résumer ainsi, les ordonnances, sauf si on a le temps de venir dans le détail, mais moi je le résume comme ça. C'est le remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. C'est un choix. Moi je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour relancer l'emploi en France. Le problème, c'est un problème d'activité qu'il faut relancer. Tout est Et mauvais, pas non? n'importe comment. Alors, Il faut juste, relancer oui. l'activité de manière écologiquement soutenable et socialement utile. Nous avons des propositions en matière d'emploi. Un autre code du travail est possible. On peut le moderniser. Attendez, on pour peut que ce mettre soit plus de clair- citoyenneté dans l'entreprise, par Bouge tout exemple. ça. Pour que ce soit clair, vous demandez un retrait total de ce Écoutez- texte, une partie, pour que ce soit clair. Écoutez, Monsieur Toussaint, il n'y a rien de bon dans ces ordonnances. Rien? Aucune Non, mesure? rien. D'abord la méthode, mais enfin, regardons un peu dans le détail. Le fait de dire que l'accord d'entreprise devient prioritaire sur un tas de sujets, soi-disant pour négocier au plus près du terrain, ce qui est une négation des rapports de force qui existent dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas que rapport de force, mais dans la bouche de Madame Pénicaud, on dirait que c'est un monde magique où finalement patron et salarié négocient d'égal à égal. Le CDI de chantier quand même, où vous prenez les pires dispositions Qui du existe CDI déjà. et du CDD, oui, mais là qui est étendu à d'autres secteurs que le bâtiment. Prenez par exemple le secteur informatique, vous avez des entreprises qui sont prestataires, qui envoient leurs salariés de boîte en boîte pour leurs prestations. Aujourd'hui, il y a une continuité de leurs droits. Avec ces CDI de chantier, entre deux missions, il n'y aura pas de continuité. La barémisation des dommages et intérêts, on parle des licenciements abusifs. Finalement, ce projet est un condensé. Il n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'il n'invente rien. C'est l'aboutissement d'un processus que la loi Macron, la loi El Khomri, la loi Rebsamen avant avaient déjà entamé. Donc moi je dis aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, il faut cesser la docilité ambiante. Il faut se mobiliser. Peut-être que les Français ne sont pas tous habitués à la mobilisation, aux formes d'action que nous proposons, mais je dis aux Français, arrêtez de croire que c'est en vous serrant la ceinture et en regardant vos chaussures que le pays va retrouver sa forme de compétition. Ce n'est Alors, pas vrai. Vous ne servez certes- que des appétits sans bornes. Certains jugent que vous avez reçu un renfort un peu inattendu vendredi. C'est une analyse des propos du chef de l'État. On écoute Emmanuel Macron à Athènes. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Un commentaire, Adrien Quatennens? Écoutez, plus je vois les images, au-delà du fait que j'avais déjà entendu ce qu'il disait, plus je vois les images et plus je trouve que ces images sont une démonstration de cynisme en tant que tel. Donc je lui retourne le compliment. Pourquoi Parce vous que- vous sentez visé? Ah bah attendez, la petite pirouette notamment de M. Castaner qui vise à faire croire que le mot de fainéant c'était pour les gouvernements précédents, ça va, hein, pas à nous. On voit bien que là ce qu'ils font c'est qu'ils s'opposent, ils insultent même ceux qui s'opposent à leur politique. Mais encore une fois, moi je considère que Emmanuel Macron est dans un dérapage permanent puisque vous avez vu là que c'est pas la première fois qu'il insulte les Français depuis l'étranger. Il avait déjà fait en Roumanie et c'est un mauvais signal que de commenter la politique intérieure de la France depuis l'étranger et en plus d'être insultant envers son opposition. Enfin c'est encore une démocratie dans ce pays que je sache. Il y aura un paradoxe dans les cortèges, c'est que cette réforme concerne le secteur privé et que le très gros du cortège sera composé par des salariés du secteur public, SNCF, Éducation nationale, sans doute une grande partie des syndicats dans l'administration appellent à la grève et à la manifestation demain. C'est un paradoxe tout de même. Non, pour Non. plusieurs raisons. D'abord, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a là, demain, 4000 appels à la grève au total, 180 manifestations d'annoncées. Vous avez même, pour Force ouvrière, 55 unions départementales, 13 fédérations. qui Mais les appellent à la gros bataillons mobilisation. viendront de la fonction La publique. CFDT de les la bataillons métallurgie qui va manifestants. venir à Brest, à Lyon. Alors après, écoutez, on va se dire une chose honnêtement, et d'ailleurs, nous, la manifestation qu'on appelle ensuite également de nos voeux le 23, c'est de faire le pari que, bah oui, il n'y a pas que les salariés du privé, les 18 millions qui vont être directement impactés, qui sont intéressés à la manière dont on organise le travail dans le pays. Nous disons que les retraités, les gens qui sont en formation, les gens qui sont en recherche d'emploi, tout le peuple français peut s'intéresser à ce que nous faisons de l'emploi et la manière dont nous organisons le travail dans le pays. Bien Et sûr, donc tout le monde va pouvoir se mobiliser. Il peut, mais on a constaté déjà l'année dernière pour les manifestations
d'opposition à la loi El Khomri que c'est le secteur public qui se mobilise beaucoup. Pas uniquement, monsieur Apathy, pas uniquement. Vous avez raison de dire que c'est un bon socle de mobilisation parce qu'ils sont aussi concernés, notamment par le fait qu'il y a encore le gel de leur point d'indice. Mais je vous prie de croire qu'il n'y a pas que le secteur public qui va se mobiliser. Vous avez cité la date du 23 septembre parce que c'est le jour où la France insoumise appelle à une grande manifestation nationale à Paris cette fois, mais on sent une concurrence avec la CGT qui a calé une manifestation le 21. C'est la CGT qui organise celle de demain. Et le 21, 2 jours avant vous, une autre manifestation a été annoncée. On ne peut pas parler de concurrence, bien sûr. Tout ça est coordonné, amical et tout va bien entre vous. Écoutez, en tout cas, il n'y a que les commentateurs qui parlent de concurrence. C'est-à-dire que nous avons rencontré Philippe Martinez récemment, nous discutons avec les syndicats. Vous nous dites que vous l'avez rencontré, on n'a pas vu une seule photo. Ah si, il y en a. Dans ce monde d'images. Alors allez voir sur le Twitter de la France Insoumise dès que cette émission est terminée, vous verrez la réunion qu'il y a eu à l'Assemblée nationale avec Philippe Martinez. Et pas de photos à la sortie, pas de prise de parole commune, pas de... Alors nous avons fait une conférence de presse, mais, tout va bien. Mais pour répondre à votre question finalement, il n'y a pas de concurrence. Enfin, nous, en tant que mouvement politique, nous n'avons pas à commenter les stratégies des syndicats. Nous appelons au renfort. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, moi, toutes mes interventions médiatiques, mais celles de tout le groupe, Jean-Luc Mélenchon y compris, depuis le début, nous appelons au 12. Arrêtez de vouloir instiller la division entre nous. Alors, je sais que vous êtes soucieux de la réussite des mobilisations. Ça ne vous dérange pas, c'était la question. Mais absolument ne parlons pas des commentateurs. Non seulement ça ne nous dérange pas, mais en plus, c'est même plutôt favorable à la mobilisation nécessaire. Il faut que ça aille crescendo. Enfin, vous pensez qu'en une seule journée d'action, on va réussir à venir à bout de ce projet ? On se disait que 2 jours avant votre manifestation, c'était une drôle de façon l'idée que je m'en fais, c'est que d'organiser votre mobilisation. Mais on a peut-être l'esprit mal tourné. Si le 12 est une bonne réussite, sans doute que le 21 sera encore mieux. Et 2 jours avant le 23, peut-être que ce sera un effet de cascade. Très bien. Écoutez, on va surveiller en tout cas le niveau de mobilisation demain. Il est pratiquement 8h50. Vous restez avec nous, Adrien Quatennens. Voici tout de suite l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. L'ordre rétabli à Saint-Martin, une dizaine de pilleurs interpellés. Le ministre de l'Intérieur tente d'éteindre la polémique, mais sur place, les vols continuent. 600 policiers, gendarmes et militaires mobilisés. Un couvre-feu en vigueur. Les communications sont toujours coupées. Pas de téléphone, pas d'internet. Pour aider les populations, pour les informer, Radio France lance une radio urgence info Île du Nord à écouter sur 91.1 à Saint-Martin et bientôt à Saint-Barthélemy. Donald Trump, lui, déclare l'état de catastrophe naturelle alors qu'Irma continue de remonter les côtes de la Floride. Après avoir inondé Miami, l'ouragan se dirige vers Tampa et la Géorgie. Il perd de sa force et vient d'être rétrogradé en catégorie 1. En France, première perturbation dès ce soir dans les transports en Ile-de-France, à la veille de la journée d'action de la CGT contre la réforme du Code du travail. Un RER sur 3 supprimé, 1 sur 2 pour le RER B et un trafic quasi normal pour les Transiliens. Pas de fipronil dans les œufs français. Aucune trace de l'insecticide n'a été retrouvée dans les élevages français. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre de l'Agriculture. 3000 contrôles ont été effectués après la révélation de ce scandale sanitaire aux Pays-Bas. France Info. Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors tout va bien entre les gens qui s'opposent au gouvernement, mais on note quand même une pointe de dépit chez Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste français. La fête de l'humanité aura lieu le week-end prochain, à la Courneuve, comme chaque année. Chaque année, Jean-Luc Mélenchon se rend à la fête de l'humanité, mais cette année, il a trouvé mieux à faire, puisqu'il sera à La Réunion, je crois, dans un déplacement politique, ce qui navre Pierre Laurent, qui le disait il y a quelques jours sur Public Sénat. Je trouve que c'est dommage. La fête de l'humanité est un endroit dans lequel Jean-Luc Mélenchon a toujours ces dernières années été très bien accueilli. Donc l'absence de Jean-Luc Mélenchon, elle est regrettable. Aussi par rapport à des militants qui se sont beaucoup mobilisés et dépensés pour sa candidature. Ça sera ma dernière question sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc regrettable, dommage, ce sont des propos diplomatiques pour dire quand même il aurait pu venir. Qu'est-ce qui se passe entre vous et les communistes ? On ne comprend pas. Écoutez, les choses vont plutôt bien. Enfin, je veux dire, c'est vrai ? Écoutez, à l'Assemblée, sur la loi travail, on a travaillé vraiment de concert, en commission là, comme dans l'hémicycle. C'est un symbole, la fête de l'humain. Bien sûr, y serez, vous ? Moi j'y serai. Voilà. J'y suis invité, j'y interviens. Voilà. Plusieurs de mes camarades députés de la France Insoumise aussi, nous y serons. Après, et pas Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il sera avec Jean-Hugues Ratenon, notre député de La Réunion, parce qu'effectivement, il y a des situations qui nécessitent un déplacement dans La Réunion. Le week-end de la fête de l'humain. Écoutez, après, il y a une question d'agenda. Bon, voilà.
Non, mais nous, en tout cas, nous y serons. La France Insoumise y sera présente. Il y a un problème avec mais il n'y a pas de problème. communistes. Écoutez, je ne vais pas nier le fait qu'il y ait des discussions stratégiques, des désaccords. Ça existe. Mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Sur la loi travail, encore une fois, vous pouvez le voir vous-même. Il y a eu quand même une façon de faire qui était complémentaire à l'Assemblée. Donc voilà. Après, il y a des discussions, on ne va pas les cacher. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un problème d'agenda. Oui, Jean-Luc Mélenchon sera à La Réunion, mais la France Insoumise sera représentée à la Fête de l'Humanité et on y tient. Parmi les dossiers très difficiles que doit traiter la société française, il y a celui du terrorisme. Vous serez appelé à l'Assemblée nationale lors de la reprise des travaux à étudier le projet de loi que présentera le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour organiser la lutte contre le terrorisme. Gérard Collomb expliquait hier dans Le Parisien qu'il y a un aspect face auquel l'État est démuni, c'est celui de la radicalisation de ses agents et notamment des policiers qui peuvent être soupçonnés de radicalisation. Et il disait, le ministre de l'Intérieur hier, qu'il faudrait pouvoir muter ou radier les fonctionnaires soupçonnés ou convaincus de radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez de la position du ministre de l'Intérieur, puisque ce dossier-là, vous l'aurez dans quelques jours devant vous à l'Assemblée nationale? Sur cet aspect précis, effectivement, si la radicalisation est absolument avérée, il y a matière à discuter. Après, sur le projet de loi que vous évoquez en tant que tel... Mais sur ce projet précis, vous pensez qu'effectivement, il faut prendre des mesures? Sans doute. Sans doute. Si effectivement la radicalisation est avérée, ça pose un vrai problème. Si dans les rangs des forces de l'ordre et de la police, il y a effectivement des gens qui sont douteux. Après, la le projet de loi donc n'est pas une idée qui vous semble à regarder laquelle de plus vous près. serez hostile. Je m'y suis pas plus penché que ça, donc il faut regarder de plus près. Par contre, sur le projet de loi de manière générale, on nous le vend en disant qu'on va en fait se séparer de l'état d'urgence, mais ce qui se passe, c'est que ce projet de loi vise vraisemblablement à faire en sorte que les dispositions de l'état d'urgence soient traduites dans le droit commun. Et nous estimons que ça pose problème, puisque là, on a quand même depuis quelques années, on a plus d'une vingtaine de lois antiterroristes. Nous, on demande qu'on commence par en faire le bilan. Quelle est la bonne politique face au terrorisme? Sûrement pas l'opération Sentinelle à tout bout de champ qui épuise les forces présentes sur le territoire. Donc effectivement, on va avoir un débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée là au mois de septembre. Mais nous sommes opposés en tout cas à ce qu'on nous fasse croire que l'état d'urgence n'existe plus alors qu'on transpose dans le droit commun la plupart de ces dispositions. Êtes-vous un islamo-trotskiste comme l'a déclaré Marine Le Pen ce week-end en citant, en pointant nommément quasiment les représentants de la France insoumise? Je ne sais pas, à vous de le dire, j'en ai l'air a priori. Qu'est-ce que c'est islamo-trotskiste? Je sais pas. Est-ce que ça vous semble correspondre à des gens, des choses qui sont dans votre organisation? Non, j'ai vu d'ailleurs que vous proposiez qu'il y ait une discussion et des recherches de sciences politiques ça sur le sujet. Ça peut être une évolution de la science politique. Clairement, voyons les choses. Voilà, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Marine Le Pen, mais que ce soit également dans les rangs de la droite, on le voit bien, à l'égard de la France insoumise, tout le monde panique. Parce que finalement, ils en sont réduits aux insultes. Moi, j'estime quand on en est réduit aux invectives ou aux insultes, c'est en tout cas qu'on est à court d'arguments. Vous faites peur? Écoutez, je pense qu'en tout cas, dans le pays, est en train de progresser l'idée que, contrairement à la caricature, oui, nous sommes des gens sérieux, qui travaillons, qui nous préparons méthodiquement, et tout ce que nous posons politiquement, c'est autant d'étapes intermédiaires jusqu'à ce qui reste notre objectif ultime. Entendez-moi bien, l'objectif, ça reste la prise du pouvoir dans ce pays. Et moi, je pense que la prise du pouvoir. Le moment venu. Ah, les mots ont un sens. La prise du pouvoir. Oui, bon voilà, le coup d'État, c'est ça? Non, sûrement pas. Prise du pouvoir, pas. Démocratiquement, pacifiquement. Le croiseur nous sommes à la fois l'opposition à Emmanuel Macron, et le moment venu, nous serons le recours nécessaire. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose. Vous savez, dans un jeu de cartes, le nombre de jokers est limité. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est le dernier joker. Des libéraux, notamment, et de ceux qui ont intérêt à l'utiliser. Et notre heure viendra, le plus tôt sera le mieux. Votre heure viendra, voilà, la phrase est assez catégorique. Pour changer de sujet, une délégation française importante menée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, se trouve à Lima. Les Jeux Olympiques seront très probablement, les Jeux Olympiques de 2024, les Jeux Olympiques d'été, seront très probablement attribués à Paris. C'est une bonne chose? Vous vous en réjouissez? Écoutez, maintenant c'est là. Nous étions opposés à ce que les JO se fassent à Paris. Nous nous sommes fait entendre sur le sujet. Maintenant, ils sont là, donc... Pourquoi vous étiez opposé en un mot? Pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'à la fois la situation sociale et écologique nécessite autre chose que ce type de grand projet. On voit par ailleurs d'expérience que partout où les JO se sont faits, les factures sont beaucoup plus élevées que ce qui est annoncé et que bien souvent c'est les peuples qui payent la facture ensuite. Mais c'est aussi un grand moment de liesse populaire? Certes,
À quel prix? C'est ça la question. Et nous demandons à ce que nous soyons particulièrement vigilants, maintenant que les choses sont en route, à ce qu'il n'y ait pas trop, vous savez, de partenariats public-privé et toutes sortes de choses de ce type dans l'organisation des JO. Maintenant qu'ils sont là, il va falloir regarder plus en détail sur ce qui va être fait. Mais oui, nous restons opposés et j'espère que ça ne coûtera pas trop cher au pays. Vous êtes amateur de football, Adrien Quatennens? Non, relativement peu, je dois vous l'avouer. Ah, c'est vrai, venant de Lille, pourtant c'est une terre je de suis football, un peu l'équipe de Lille, mais non, j'avoue que je ne suis pas amateur. Je voulais vous poser la question de la venue de Neymar, par exemple, à Paris, ou de Mbappé. Encore lui. Non, écoutez, c'est pas votre truc. Moi, je pense qu'on parlait des JO, on a besoin d'équipements sportifs de proximité, pas du foot fric à la Neymar, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, c'en est trop. Mais vous voyez que ça aussi, c'est populaire. Et vous qui représentez le peuple, voyez. Le sport doit être populaire, monsieur Apathy. On a besoin d'équipements sportifs. Vous savez, avec beaucoup d'argent qu'il y a dans le foot, on pourrait financer des équipements sportifs de proximité. C'est quand même plus intéressant. Bien, merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. D'avoir été notre invité ce matin sur France Info.